Voici donc le laser de classe 4 que l'on utilise au cabinet de médecine du sport de Gap. Je remercie ces 3 médecins qui m'ont aidé à la rédaction de cet exposé. Donc sur le plan historique, le laser, en tout cas la lumière, a longtemps été utilisée pour guérir les pathologies, que ce soit la photothérapie des Égyptiens, l'héliothérapie des Grecs et des Romains. Le laser a été découvert en 1960. Laser signifie Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. A d'abord été utilisé sur un plan esthétique pour détruire les poils noirs en 1963, puis les premiers lasers chirurgicaux sont apparus avec les lasers YAG ou les lasers CO2, qui libèrent des énergies très importantes dès 1967. Et l'usage du laser thérapeutique en décollement pour les décollements de la rétine a été utilisé pour la première fois en 2003. Le laser, c'est une lumière monochromatique qui est cohérente, directionnelle et de haute intensité lumineuse, qui la différencie de la lumière qu'on a l'habitude de voir à partir de nos ampoules standards et par rapport aux LED aussi, qui sont multidirectionnelles et qui ne sont pas cohérentes. Alors divers effets sont produits, un effet thermique avec une absorption par les tissus de l'énergie transportée par le faisceau laser. Donc ça, on l'a vu avec une hyperthermie, c'est-à-dire la chaleur, mais aussi quand l'intensité est très importante, une coagulation des tissus, une volatilisation des tissus. Donc ça c'est l'effet vraiment recherché en chirurgie. Mais il y a aussi un effet photochimique avec une production de composés toxiques qui sont les radicaux libres, les espèces oxygénées réactives, qui vont activer ou inhiber divers métabolismes et qui vont entraîner le corps à se défendre contre ces métabolismes, pour ces espèces oxygénées libérées. Il y a un effet photoablatif utilisé en chirurgie de la cornée, un effet disruptif qui correspond à des micro-explosions sans chaleur produite. Donc voici la classification des lasers à très haute puissance utilisés donc en chirurgie, entraînant une destruction cellulaire, et puis à puissance un peu moins utilisée donc pour l'activation cellulaire notamment. Alors, pourquoi utiliser des lasers haute puissance? Bien parce que quand on cherche à traiter une lésion en profondeur, eh bien la puissance diminue, donc il y a une absorption par la peau, et donc il faut une puissance suffisante pour aller en profondeur. Mais attention toutefois à la dose délivrée. Dans le cadre du laser, le mieux est l'ennemi du bien, puisque par exemple quand on applique sur des cultures cellulaires 5 joules par centimètre carré, on augmente la prolifération des fibroblastes, mais si on passe à 15 joules par centimètre carré, on diminue leur prolifération. Donc il y a toujours un mélange à obtenir pour bien choisir l'intensité à délivrer et un équilibre entre biostimulation et bioinhibition. On sait par ailleurs que les doses répétées à intervalles courts donnent une réponse ajoutée, donc supérieure, plutôt que de faire des séances de façon très espacée. La longueur d'onde est importante, ce sont les longueurs d'onde globalement entre 600 et 1100 nanomètres qui sont les plus utilisées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas absorbées par la peau, elles pénètrent en profondeur, mais vous voyez que seul un pourcentage assez faible finalement arrive à pénétrer, d'où l'intérêt d'avoir une puissance d'émission assez importante au départ. La réflectance, c'est ce qui fait que le faisceau laser sera plus ou moins absorbé par le derme et cela va diffuser en profondeur, et on comprend là que d'avoir une peau blanche est un avantage certain par rapport aux peaux noires pour l'efficacité en profondeur. Alors l'effet des lasers haute puissance, on l'a vu dans la vidéo précédente, une action cellulaire, mais aussi une action antalgique, une action anti-inflammatoire, anti-édémateuse, une action cicatrisante et aussi une action neuromusculaire. Alors on ne va pas tout détailler, on va en reprendre uniquement certaines, celles qui nous intéressent le plus. L'effet anti-inflammatoire, ça a été montré dans les inflammations articulaires importantes, sur des publications déjà anciennes. Le laser diminue la production d'interleukines 1 et 6 qui sont bien connus des patients qui ont notamment des maladies rhumatismales chroniques. Il y a un effet antalgique par libération d'endorphines. Alors, il y a des contre-indications au laser, les grains de beauté, les piercings et tatouages, les éruptions cutanées. Il
faut aussi supprimer toute colle, hein, puisque ça entraîne un risque de brûlure, notamment s'il y a des résidus d'élastoplaste. On ne fait pas de laser sur le pacemaker, on ne fait pas de laser s'il y a un cancer sous-jacent, notamment des cancers de la peau type mélanome. On ne fait pas de laser sur le cartilage de croissance en l'absence d'études montrant l'innocuité. On évite le laser en cas de grossesse, en tout cas si on doit faire du laser sur le ventre bien entendu, mais à distance ça ne pose pas de problème. Et on se méfie des traitements photosensibilisants, donc rétinoïdes ou autres, hein, donc tous les médicaments qui peuvent entraîner des réactions au soleil, évidemment contre-indiquent l'usage du laser. Donc, de nombreuses analyses et méta-analyses ont montré l'efficacité de la photothérapie sur la réparation tissulaire, hein, avec, vous voyez, dans les méta-analyses, 74% de résultats positifs sur les papiers analysés à l'époque sur l'efficacité du laser. Et si on exclut les études animal, alors là on est à quasiment 95% de papiers montrant une positivité. Alors les indications, il y a aussi les chondropathies, hein. Les chondrocytes fonctionnent en conditions d'hypoxie, ils ont un métabolisme faible qui prédomine sur la glycolyse anaérobie. Et d'autre part, il y a peu de chondrocytes dans le cartilage adulte, donc il y a un faible métabolisme du cartilage, donc une possibilité de régénération limitée. On sait en revanche que la différenciation ou la dédifférenciation des cellules du cartilage et leur activité peut être contrôlée par le laser, et on a pu montrer la fabrication du cartilage en zone lésée, notamment chez l'animal, par application de laser. On sait que les processus métaboliques dans le cartilage sont dépendants des transferts d'eau et de nutriments au sein du cartilage, qui sont sous la dépendance de micropores. Dans le cartilage dégénératif, ces micropores sont désorganisés et conduisent à la mort cellulaire. Eh bien, l'application de laser crée ces fameux pores, ouvre ces fameux pores dans le tissu solide. C'est le phénomène de stress-relaxation. Ça entraîne un réarrangement, une formation de nouveaux pores dans le cartilage par un effet thermomécanique, ce qui optimise le transfert d'eau et donc de nutriments. Et puis, ces pores sont finalement suffisamment larges pour laisser passer les cellules souches mésenchymateuses qui vont aider à la reconstruction cartilagineuse. Par ailleurs, il y a une formation de bulles de gaz sous l'irradiation laser. Ces bulles vont être ionisées, elles se déplacent et interagissent avec la matrice extracellulaire. Et donc ça va optimiser la fabrication du cartilage. Et ce qui va l'optimiser aussi, c'est tout simplement la marche, hein, puisqu'une fréquence de déplacement de 0,2 à 1,2 Hz, donc c'est en fait la marche à raison de 1 pas toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, ça favorise la production de collagène et de protéoglycans et la prolifération des chondrocytes. Donc après une séance de laser, il est conseillé de marcher de toute façon très régulièrement pour améliorer la régénération du cartilage. Voilà. Et ceci a été montré aussi chez le lapin par diverses études. Alors dans les douleurs articulaires, une méta-analyse ici a montré l'effet du laser sur les douleurs articulaires. Dans la gonarthrose en particulier, on a bien démontré la supériorité des lasers haute puissance en ciblant les zones les plus arthrosiques. Hein. Voici une étude sur laquelle je fais un petit zoom où il y avait un groupe contrôle donc, qui avait du laser placebo, puis un groupe qui avait des vraies séances de laser. Simplement 7 séances ont été appliquées avec 4 séances anti-inflammatoires, puis 3 séances à visée biorégénérante, et vous voyez le résultat en termes de douleur, l'amélioration de la douleur, de 2 points au repos et de 2 points aussi dans les mouvements de la vie courante. Dans les fractures aussi, de plus en plus de publications sortent montrant l'accélération de la consolidation osseuse, donc en cas de fracture aiguë ou de fracture qui tarde à consolider, l'application de laser peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Ça a été démontré notamment dans les fractures du poignet et de la main, en particulier les fractures du scaphoïde, dont on sait qu'elles sont difficiles à cicatriser et qu'elles nécessitent souvent la chirurgie. Eh bien, on peut peut-être maintenant éviter la chirurgie par l'application de séances de laser dans un premier temps et juger ensuite du résultat. Dans les tendinopathies aussi, il y a un effet cicatrisant qui a été démontré après ténotomie partielle. Hein. Vous avez à gauche en haut un tendon normal et à gauche en bas un tendon abîmé avec des fibres de mauvaise qualité. Eh bien, le laser aide à la régénération tissulaire là aussi.
Donc diverses études ont été faites notamment sur le tendon d'Achille qui ont montré une nette efficacité, en particulier quand cette application de laser est suivie et accompagnée d'un exercice excentrique régulier. Donc voilà ici 3 études qui montrent l'efficacité du laser, donc avec divers protocoles. Vous voyez pour certains, une seule application a déjà montré un bénéfice sur la tendinopathie d'Achille. Sur l'épicondylite aussi, donc le tennis elbow, là aussi une étude randomisée contrôlée qui montre un effet positif du laser sur la cicatrisation et sur les douleurs sur le plan fonctionnel. L'application de laser associée à l'infiltration de PRP dans le tendon d'Achille, en tout cas chez le rat, donne des résultats supérieurs. Et chez le lapin aussi. Il peut être utile d'associer de la cryothérapie avant le laser, c'est-à-dire que le patient glace la peau avant l'application de laser, ça permet une meilleure pénétration des rayons et une meilleure action anti-inflammatoire. Alors dans les douleurs du rachis, le laser là aussi donne des résultats tout à fait intéressants, notamment ici sur les douleurs cervicales. C'est une méta-analyse sortie dans la revue Lancet, qui est une des revues les plus cotées en médecine moderne, mais aussi dans les douleurs, dans les lombalgies chroniques non spécifiques, donc c'est les lombalgies chroniques les plus fréquentes. Là aussi une efficacité assez nette du laser, même s'il manque toujours d'études randomisées et contrôlées. Quelques études ont comparé le laser associé à de la rééducation versus rééducation seule dans les lombalgies, y compris dans les lombalgies inflammatoires, et qui ont toutes montré une supériorité du groupe laser. On fait un focus sur une étude en particulier, étude randomisée contrôlée avec 72 patients lombalgiques qui souffraient depuis plus d'1 an. 3 groupes étaient réalisés, un groupe qui faisait des exercices de rééducation uniquement, un groupe qui faisait du laser placebo avec des exercices, et un dernier groupe qui faisait du laser vrai avec des exercices. Les gens faisaient 2 séances par jour d'exercice durant 1 mois et le laser utilisé était un laser IAG sur 12 séances à raison de 3 séances par semaine. Le suivi était fait sur la mobilité lombaire, l'échelle visuelle analogique pour la douleur et puis divers questionnaires fonctionnels. Et on voit ici sur les courbes la diminution du score de douleur et la diminution du score d'incapacité fonctionnelle qui est le plus efficace quand on associe laser plus exercice. Dans le conflit sous-acromial, là aussi des études ont montré l'efficacité du laser avec une efficacité équivalente à 2 infiltrations successives de corticoïdes dans la bourse sous-acromiale. Et enfin dans la fatigue musculaire, le laser peut être utilisé pour améliorer la récupération musculaire, notamment après courbature. Donc voilà, diverses études ont montré une efficacité. Donc pour conclure, le laser c'est un traitement médical, puisqu'il y a quand même des risques et des contre-indications. Donc il ne peut se faire qu'en milieu médical, sous contrôle d'un médecin. C'est un traitement qui toutefois est simple et indolore, avec quand même peu de contre-indications et aucune complication connue si les contre-indications sont respectées. Il améliore nettement la douleur et la cicatrisation tissulaire, mais pour nous c'est un traitement adjuvant aux autres thérapeutiques qui ne se substitue pas notamment à la rééducation. Et puis bien sûr il y a encore trop peu d'études médicales bien conduites.